les céréaliers du Québec, le MAPAC, Unox et Dubreton, fiers partenaires de Zone Agricole. Bonjour, au programme cette semaine, on vous parle du livre « Notre agriculture à la dérive », coécrit par 3 administrateurs de l'Institut Jean Garon. Il tire la sonnette d'alarme sur une situation préoccupante face à l'inertie des décideurs. Bienvenue à Zone Agricole. L'agriculture est à la base de notre alimentation. C'est pour cela que le peuple québécois a à cœur le monde agricole. Si ce secteur économique est important, il n'est pas toujours bien considéré par les gouvernements qui se succèdent. Le livre « Notre agriculture à la dérive » fait un état d'un manque d'adaptation des programmes qui ne correspondent plus aux besoins actuels. C'est le sens premier de ce livre, « Notre agriculture à la dérive », coécrit par Guy Debailleul, Michel Saint-Pierre et Suzanne Dion. Pour en parler, nous recevrons dans cette émission en entrevue dans un premier temps Michel Saint-Pierre et Suzanne Dion. Et le troisième auteur, par la suite, sera notre invité du Duplex pour un coup de gueule éditorial. La revue de presse est présentée comme chaque semaine par le sympathique Guy Duval. Pour la mise en contexte, cette semaine, on innove, puisque c'est Yann Turmine, chroniqueur à la vie agricole, mais aussi bien connu dans le monde agricole, qui va nous faire cette mise en contexte. Alors Yann, bonjour. On aimerait ça savoir, toi qui as suivi pendant quelques décennies l'évolution du monde agricole, à quel moment il y a eu une cassure? À quel moment on peut dire, finalement, il y a eu une déconnexion entre les décideurs et les agriculteurs? Je pense la fin des années 90, certains vont se rappeler, là, c'était le gouvernement avait initié des grandes consultations, je pense que c'est le gouvernement Bouchard, et on était arrivé d'où on se lançait complètement dans la production porcine, il fallait développer, on avait un grand avenir. Je pense c'est là. L'exportation en masse, en fait. L'exportation, le Québec allait devenir un grand exportateur de produits agricoles, dont de porc, là, qui avait été clairement identifié à cette époque-là. La problématique, c'est qu'à partir de là, les bottines n'ont pas suivi les babines, comme on dit, et on a tourné un peu en rond, on n'a pas fait les outils nécessaires pour justement permettre ce grand projet-là. On s'est accroché il aurait fallu réformer les systèmes de soutien qui n'ont pas été réformés. De l'autre côté aussi, on a eu un syndicat qui était ambitieux, qui a pris de plus en plus sa place, qui voulait prendre sa place. Et dans le contexte de ce grand projet-là, ça avait un certain sens aussi. Mais encore là, il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Mais il y a eu de l'exportation de masse quand même pendant une période importante. On disait même pendant une période qu'il y avait il y avait plus de cochons exportés que de Québécois. Oui, sauf que c'est bien beau tout ça, mais ça a été fait à coût de milliards. Je pense que le livre, d'ailleurs, n'en parle. C'est les programmes n'ont pas, et ça a été... Tout ça nous a conduit... Oui, il y a eu des résultats, on ne peut pas nier ça, sauf que la conséquence de tout ça, c'était une dérive de l'ensemble de l'agriculture. Or, oui, la production de porc a mobilisé des ressources, a mobilisé des efforts, et Alors, la cassure, 97-98, d'ailleurs, par la suite, il y a eu l'Union paysanne en 2000 qui a fait un grand débat sur le porc. C'est peut-être là, effectivement, où il y a le virage, où on a vu ce changement entre les décideurs et les ça a suscité beaucoup de débats, ça a suscité des problématiques importantes qui n'ont pas été gérées. Et beaucoup de contestations. Alors, merci beaucoup, Yann. On va en parler tout à l'heure avec Michel Saint-Pierre et avec Suzanne Dion et par la suite Guy Debailleul. On reçoit maintenant Guy Duval pour notre revue de presse. Guy, bonjour. Alors avec Yann, tu vois, on vient de parler de l'exportation des porcs. Tu veux nous parler des porcs aussi, toi, aujourd'hui? Oui, mais pas porc comme cochon. On va parler de porc de mer, puis je vais parler de transport ferroviaire. Donc, des porcs. Mais on va revenir quand même à nos porcs, les cochons. Juste pour se mettre dans le contexte,
toi, tu as un abattoir, puis tu as un fournisseur de porc, puis tu as besoin de porc parce qu'il faut que tu les abattes, puis il faut que tu les transformes, mais tes porcs n'arrivent jamais. Tu as 100 employés, supposons. Puis ça n'arrive jamais. Ça fait que là, tu vas commencer cette année, puis tu vas faire envie de fournisseurs. Mais c'est la même chose au niveau de ce qui se passe actuellement, au niveau international, au niveau des grains. Alors, autant les ports de mer, autant le transport ferroviaire, il y a des conflits. Si on parle des différents événements qui s'est passé, il y a eu 8 jours de grève du Canadien national en 2018 quand même. Des grèves sont venues en 2020-2021 au port de Montréal, grève au Canadien Pacifique en 2022, puis grève au port de Vancouver en 2023 qui a duré 13 jours. Et tout ça a un impact sur l'agriculture. Oui, ça a un impact, puis c'est pas fini. Parce qu'actuellement, il y a encore des conflits. Comme à Montréal, 1150 débardeurs de Montréal ont refusé la dernière offre patronale. Et puis dans l'Ouest, il y a eu des piquets de grève dans 6 terminaux céréaliers le 24 septembre. Ça, c'est pour les ports. Le syndicat de grains, 600 membres du syndicat de grains, des travailleurs de grains, ont amorcé un arrêt de travail. Puis au niveau Canadien Pacifique, puis du Canadien national, c'est la même affaire. Il a même fallu que le gouvernement s'en mêle pour que les vents retournent au travail. Mais le danger là-dedans, c'est qu'on sait que la récolte 2024 va être très bonne, donc il faut être capable de fournir. En fait. Oh, oui, justement. Puis la problématique aussi, c'est qu'il n'y a pas juste des conflits. Comme nous, au Québec, on est bien placé pour envoyer notre grain. C'est mieux d'envoyer notre grain en conteneur dans l'Ouest canadien pour qu'il aille en Asie. Mais actuellement, l'envoyer... parce qu'on peut l'envoyer aussi par l'Est, mais actuellement, il faut passer par l'Afrique, parce que le canal de Suez, dans ce temps-ci, c'est pas tellement sûr. Alors, c'est très compliqué. Puis, en parlant du canal de Suez, tantôt, je posais une petite question hors d'onde. C'est combien de morts qu'il y a eu dans le canal de Suez lorsqu'ils l'ont construit? Bien, 120 000 morts. Tantôt, tu disais 2000, c'était quand même beaucoup, mais c'est 120 000 morts. Alors, le canal de Suez est très important, je veux dire, au niveau du transport du grain. C'est un canal quand même qui a 162 km. Puis là, actuellement, il y a des attaques par les autismes. Et puis, il ne faut pas oublier que le canal de Suez, c'est 14 du transport maritime mondial et fait partie de notre sécurité alimentaire à tous sur la planète. Absolument. Merci, Guy. Ouais. Alors, Suzanne Dion, bonjour. Michel Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Yannick. Michel, commencez par vous. Vous êtes un des 3 auteurs de ce livre. On vous reçoit aujourd'hui comme invité et non pas comme co-animateur. Livre Collection Territoire chez les MEAC, préface de Marc Séguin. Et dans ce qu'on voit dans le livre, on vous parlait de 4,7% de notre territoire qui serait notre territoire agricole au Québec, dont la moitié serait en friche, 52% du territoire cultivable en France. Déjà, c'est les chiffres. Il y a beaucoup de chiffres dans votre livre, c'est ce qui marque en fait. Mais le défi, donc, c'est notre autosuffisance alimentaire. Mais comment est-ce que c'est réalisable avec si peu de territoire? On a démontré dans le livre que notre capacité de produire des protéines est déjà actuellement, là, c'est pas juste notre capacité, ce qu'on produit actuellement, c'est 2 fois, évidemment. Mais ce qu'on en fait, quelle sorte de protéines, voilà la situation. On produit du maïs, grain surtout pour produire des porcs qu'on exporte. Donc, on a priorisé ça plutôt qu'une diversité de production qui nous aurait amené à un niveau d'autosuffisance plus grand. L'autosuffisance ne bouge pas, même si on produit davantage de biens, on ne le dirige pas vers ceux qui consomment. Alors, dans ce livre, Suzanne, on parle beaucoup des pertes de nos terres agricoles, parfois pour les profits de projets résidentiels, parfois pour implanter des éoliennes. Puis on est toujours un peu étonné parce qu'on sait aussi qu'il y a la CPTAQ, la Commission de la protection du territoire agricole, qui est un organisme important au Québec, qui est censé contrôler tout ça. Comment ça se fait, en fait, qu'on a un dysfonctionnement dans le monde agricole alors qu'on a des outils?
Oui, l'outil est là depuis même un bon moment, puis joue son rôle, mais il y a toujours, on dirait qu'on les organismes pensent toujours qu'on a beaucoup de terres agricoles au Québec, mais comme on vient de le dire, on en a très peu. Et il y a tout le temps une bonne raison pour en grignoter un peu quelque part. Par exemple, la question des éoliennes actuellement est assez préoccupante dans des régions agricoles prospères où pendant des générations, il y a des familles qui ont travaillé ces sols-là, qui les ont drainés, enrichis et tout, où le gouvernement aussi, c'est-à-dire nous tous, on a investi aussi dans ces régions-là qui sont maintenant bien développées. Bon, on va mettre des éoliennes de la hauteur de la place Ville-Marie. Qui sont très rentables pour des producteurs, parce qu'ils sont très bien payés, des fois, par des compagnies, en fait, pour implanter sur leurs terres. Mais ça enlève des terres agricoles. Oui, c'est ça. Puis c'est certains agriculteurs qui vont en bénéficier, mais pas tout le monde, pas tous les gens qui sont autour. Alors, dans ce livre-là, moi j'ai retenu une chose. Vous dites que le soutien financier au Québec est inéquitable et inefficace. Ça, c'est deux termes qui reviennent dans le livre. Puis pourquoi, alors que l'agriculture change et se diversifie, c'est ce que Michel, vous nous disiez aussi au début de l'émission, pourquoi le programme de l'ASRA gobe tout, en fait? Et voilà. Quand on dit qu'il est inefficace, on dit aussi qu'il ne manque pas d'argent. On dit d'abord et avant tout qu'on met à chaque année beaucoup d'argent dans le soutien. On le fait mal, évidemment, parce qu'on le fait dans les mêmes choses, sans jamais remettre en question, depuis 45 ans à peu près qu'on fait ça, sans arrêt. Donc, et sans jamais se poser des questions, est-ce que c'est le bon endroit encore pour faire ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas davantage aller vers des productions en diversité? Vers, par exemple, la valorisation de notre territoire plutôt périphérique, qui n'est pas du tout... Mais quand on dit, Michel, Suzanne, vous pourrez me dire aussi, quand on dit on le fait mal, moi, ça me fait tout de suite penser, on parle toujours de l'oligopole, Olimel, citons-le, parce que c'est le sujet d'actualité qui est venu dans les derniers mois, autour du porc. Est-ce que le gouvernement fait fausse route en mettant autant d'argent dans une entreprise avec des fonds publics, en fait? Est-ce que c'est ça le problème, en fait? Bien, il faudrait que l'argent disponible soit distribué plus également entre les productions et entre les régions aussi. Michel faisait allusion à ça, là. En favorisant le porc et le maïs, on favorise le centre du Québec. Alors, il faudrait qu'il y ait possibilité de soutenir mieux d'autres productions. Mais j'ajouterais quand même que, Olimel, il reste un joyau. Là. Donc, il faut essayer de le protéger, mais en mettant des balises aussi, en mettant des conditions. Et ce qu'on n'a pas vu dans le passé, c'est des conditions assez rigides, assez claires, qui permettraient de dire, voilà, il y a une règle, une ligne à ne pas franchir, c'est cet endroit-là qu'on s'en va, et c'est à cette condition-là qu'on se tient. Alors, si c'est inéquitable et inefficace, comme vous l'avez dit dans le livre, à qui on lance la pierre? Parce que moi, j'ai vu, il y a deux aspects. Enfin, il y a l'UPA, dont vous parlez un peu dans le livre, mais je sens qu'on critique plus le financement orgiaque, on va dire, le côté orgie du financement de l'UPA que l'UPA en tant que tel. Est-ce que son problème à l'UPA, c'est plus sa puissance financière que son monopole, en fait? Bien, l'un supporte l'autre. Les deux augmentent. Disons, la puissance financière permet d'exercer plus de pouvoir, puis le fait qu'ils aient un pouvoir qui est basé sur une loi, bien, leur permet d'aller chercher beaucoup d'argent. Alors, c'est ça qu'il faudrait un peu démanteler. Mais on a aussi un regard très sévère, on jette un regard sévère sur le gouvernement, sur l'État. L'État qui doit donner la direction, qui doit inspirer dans le développement. Ce que le rapport Pronovo disait, commençons par avoir une vision d'où est-ce qu'on veut aller, mettons les ressources qu'il faut avec ça. Et on critique très sévèrement l'État, le gouvernement. C'est ce que j'allais vous dire dans la question suivante, c'est que oui, l'UPA est critiqué pour sa force financière, on va dire jusqu'à un certain point, mais le MAPAC et le gouvernement est beaucoup plus critiqué encore. Alors, on dirait que chaque ministre passe, mais finalement que rien ne bouge. On a le sentiment un peu que moins on en fait, mieux on se porte au MAPAC. Est-ce que c'est ça un peu que vous avez voulu faire passer comme message? Oui, le ministre actuel en a fait un
petit peu plus que les autres concernant la diversification de l'agriculture. Il a soutenu certains projets et tout. Mais la loi de 1972 permet à l'UPA d'exercer un grand pouvoir, d'agir en fait comme co-gestionnaire de l'agriculture. Et à certains moments donnés, on pense qu'il est le gestionnaire. Or, c'est pas tout à fait normal. L'agriculture, ça concerne aussi l'alimentation de tout le monde. Est-ce que le leadership en agriculture doit venir de la tête du MAPAC ou de la tête du gouvernement? C'est qui doit avoir le leadership de l'agriculture? Je dirais, pour avoir été assez proche de ça une partie de ma vie, je dirais que ça part d'en haut, ça part dans la tête du gouvernement. C'est l'État dans son ensemble. Suzanne mentionnait, le ministre de l'Agriculture actuel, on a fait un peu plus que ses prédécesseurs, et on pense aussi, à l'entendre un peu, qu'il y aurait des objectifs plus élevés que ça. Il n'y a pas des coups des franges. Clairement, j'ai l'impression que M. Lamontagne n'a pas des coups des franges. Il aimerait aller plus haut, il aimerait aller différemment, mais on lui dit... Arrête là. Fais pas de vagues. Voilà, c'est un peu... Un des aspects du livre aussi, parce que j'aimerais ça passer à travers deux autres aspects du livre encore, la gestion de l'œuf. Parce qu'il y a une certaine critique de la gestion de l'œuf, il y a une critique un peu sévère même. Est-ce que c'est un changement de garde pour l'Institut Jean Garon, tout d'un coup, sur la gestion de l'œuf? Bien, nous, on appuie la gestion de l'œuf. Elle permet beaucoup de choses. Et si elle disparaissait, ce serait assez tragique pour l'agriculture du Québec. Mais on critique beaucoup sa gestion rigide. Le fait qu'elle elle ne permet pas l'innovation. On parle souvent des fermes plus petites là, qui veulent commencer avec un ensemble de production pour lequel il y aurait besoin d'une ouverture. On pense surtout au niveau volaille, bien sûr. On ne pense pas que quelqu'un commencerait avec 2 vaches, là, mais au niveau de la volaille, on pourrait permettre l'établissement d'entreprises locales, régionales, plus petites, qui ne dérangeraient pas l'ensemble, parce que quand même, le volume n'aurait pas d'incidence sur le prix sur le marché. Et ça, là-dessus, ça a été discuté maintes et maintes fois, et c'est un non catégorique. Malgré des recherches qui ont prouvé que c'était possible, que c'était nécessaire et possible. Oui. Voilà. Sur le dernier aspect, en fait, évidemment, c'est le rapport Pronovo, parce que là, vous êtes administrateur et coprésident de l'Institut Jean Garon, donc porteur du rapport Pronovo dans l'espace public, dans la sphère publique, on va dire. Puis dans le livre, vous le dites aussi, en fait, les pistes étaient toutes dans le rapport Pronovo qui a été tabletté en 2008. Ça va faire 15 ans. Après 15 ans d'inaction, est-ce qu'on peut encore croire à quelque chose? Bien, il y a des innovateurs qui mènent le changement, qui réalisent certains aspects du rapport Pronovo, mais ils le font malgré, dans le fond, les politiques publiques. J'ajoutais à Suzanne qu'on a passé 6 mois certainement à écrire ce livre-là. Si on n'y croyait pas, on n'aurait pas se passé tout ce temps-là. On n'aurait pas fait ce qu'on a fait là. Donc c'était un peu un pavé dans la mare pour dire... en fait, c'est de relancer l'idée de changer la donne? Pour nous, oui. Le rapport Pronovo est assez d'actualité pour qu'on dise... Voilà, retenons ça, et on a ressorti de ça, et on a voulu le mettre sous forme d'un écrit, d'un livre, différemment. Mais pour l'essentiel, on ressort, je pense, passablement les mêmes idées, les mêmes choses qui étaient là. Suzanne, Michel, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci Yannick. Alors, cette semaine, dans le Zoom économique, on vous emmène en dehors de la ville de Québec. On va à la rencontre du restaurant Les Bleuets du Vire-Crêpe et on rencontre Cédric Longchamp. Bonjour Cédric. Bonjour. Cédric, au Bleuets Vire-Crêpe, tu es directeur des opérations. Oui. Alors, on va parler un petit peu de ton métier tout à l'heure. Mais dans un premier temps, dis-nous, c'est quoi? C'est un restaurant, mais on est allé avec le chef Véral l'autre jour, c'est plus qu'un restaurant. Oui, en fait, c'est beaucoup plus qu'un restaurant. En fait, on dit tout le temps qu'on travaille le bleuet sous toutes ses formes. Donc, en fait, en plus d'avoir plus de 25 000 plants de bleuets qu'on cultive à chaque année, on a vraiment un restaurant déjeuner. On a un food truck qui marche l'été pour des soupers. On a notre section cosmétique, notre section conserverie. Fait qu'on fait tout ça à base de bleuets.
Oui, parce qu'on a vu l'autre jour, quand on est passé te voir, en fait, qu'effectivement, au-delà de ce qu'on peut déguster en fait en bleuet, tu parlais des cosmétiques, c'est assez impressionnant. Il y a toute une étagère, toute une vitrine, en fait, où effectivement vous créez aussi des produits cosmétiques à base de bleuet. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ça? Ça fait déjà depuis 2012, depuis l'ouverture du restaurant, qu'on a nos produits cosmétiques. Dans le fond, on envoie nos propres bleuets qui se font transformer ici au Québec. Donc, on a plusieurs produits, que ce soit du baume à lèvres ou de la brume d'ambiance pour les salles de bain ou des assainissants pour les mains au lieu que ça sente les marques connues qui sentent un peu moins bon. Donc, tout ça, on fait ça depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Alors, toi, tu travailles là depuis effectivement une douzaine d'années, je pense. Exactement. Tu es encore très jeune, mais donc tu as commencé très jeune au Vire-Crêpe. Dis-moi, c'est quoi le rôle de directeur des opérations? Comment ça fonctionne? En fait, moi, c'est mon rôle, en fait, c'est premièrement, je m'occupe des employés. Donc, durant la période estivale, on a environ 68 employés qui sont là. On est ouvert vraiment juste 7 jours sur 7 durant la période estivale. Ensuite, on est environ une quarantaine d'employés. Fait que moi, je gère tout ce qui est ce côté-là, en plus de m'assurer que toutes les productions, on manque jamais de rien, en fait, à la ferme, que ce soit pour le restaurant, que ce soit pour les petits événements qu'on reçoit, que ce soit pour les spectacles les jeudis soirs pendant l'été. C'est tout moi qui s'occupe d'organiser tout ça. Puis quand tu parles de 68 employés, est-ce que ça inclut aussi la cueillette, ça? Parce que finalement, il y a les plants de bleuet que l'on voit quand on arrive au Vire-Crêpe. Oui. Donc ça inclut aussi tous ces gens qui viennent cueillir le bleuet? En fait, oui, mais on n'en a vraiment pas beaucoup parce que je vous dirais qu'environ 85 ou 90% même de notre récolte est vraiment cueillie par l'autocueillette, donc par les gens qui viennent chez nous à la ferme, qui viennent cueillir par eux-mêmes. Le petit 10% de plus, on le garde pour nos cuisines puis pour la transformation, mais c'est vraiment majoritairement les gens qui viennent cueillir eux-mêmes leur bleuet pendant l'été. Alors, vous êtes situé, précise-nous bien, en fait, c'est à Saint-Nicolas. On appelle ça le chemin de la fraîcheur. Exactement. Parce que ça regroupe plusieurs producteurs, oui. dont le Vire-Crêpe. On va comment chez vous, en fait? En fait, c'est très simple. On est situé à Saint-Nicolas. On est très près des ponts. Donc, on prend de Québec, on prend dans Marie-Victorin, j'imagine? Exactement. On peut prendre directement Marie-Victorin ou sortir à Saint-Nicolas. Puis ensuite, on suit directement le chemin Vire-Crêpe. Puis c'est là qu'on va passer devant chacun des producteurs du chemin de la fraîcheur. Hein. OK. Puis il y a eu l'opération Vera récemment. Exactement. Tu étais là? Tu as vécu ça comment, toi, l'arrivée d'un grand chef au Vire-Crêpe? Franchement, ça a été très, très intéressant. Ça a été super, surtout pour que on n'a jamais le temps en tant que producteur, on est tout le temps tous débordés, donc juste le fait de prendre le temps de s'arrêter 30 secondes, jaser avec tout le monde, d'échanger avec les autres producteurs du coin, ça a été super le fun, puis d'entendre parler des manières de production de M. Vera aussi, de ce qui se passe en France par rapport à ce qui se passe au Québec. Ça nous a donné plein d'idées, plein de petits trucs. C'était une belle matinée, effectivement, d'échange où il était question du bio, entre autres, avec Marc Vera et beaucoup de producteurs qui étaient venus à sa rencontre sous la tente que vous aviez montée. Merci d'être venu nous voir, Cédric. Ça fait plaisir. Bonne journée. Aussi. Alors, Guy de Bailleul, bonjour, coprésident de l'Institut Jean Garon. Vous êtes en duplex depuis Montréal avec nous. On vous a dans notre période éditoriale coup de gueule, comme on appelle ça. Pourquoi ce livre en ce moment? Et surtout, on vient d'entendre qu'on cultive beaucoup nos terres pour nos animaux et qu'on ne s'occupe pas trop des humains. Est-ce que ça va prendre une nouvelle pandémie, une guerre mondiale, quelque chose comme ça, pour qu'on s'en rende compte, selon vous? C'est vrai que les crises internationales, les crises alimentaires sont souvent l'occasion de se réinterroger sur les choix qu'on a faits. La pandémie a attiré l'attention de la population sur d'où venait notre nourriture. Elle a aussi attiré l'attention sur la dépendance de notre agriculture vis-à-vis de beaucoup d'intrants importés, etc. Donc, ce sont des facteurs favorables. Mais en même temps, on se trouve dans une période on est amené à revoir les choix en matière de politique agricole. En 2025, on va le faire. En 2024, il y a eu cette consultation sur l'utilisation de notre territoire. Donc, en fait, c'est toute une série de facteurs, de circonstances favorables pour avancer un certain nombre d'idées
sur ce qu'on devrait faire de notre agriculture. Mais ça fait partie de l'espoir. Dans votre livre, il y a une citation d'ailleurs de Pisani, l'ancien ministre de l'Agriculture français des années 60. « Quand une politique a réussi, c'est qu'elle a changé le monde, et puisque le monde a changé, alors il faut changer de politique. » Est-ce que vous avez encore des espoirs qu'on change de politique? Ben oui, il faut dire que Pisani rajoutait à la suite de cette citation que le problème, c'est qu'effectivement, on a du mal à en changer. On a plutôt tendance à rajouter des couches sur ce qui a été décidé auparavant. Et l'exemple de la politique agricole québécoise est assez parlant. Mais on voit qu'ailleurs, les politiques bougent. La PAC a changé déjà beaucoup d'allure depuis sa conception et on s'attend à de grosses transformations dans les années à venir. Et moi, je suis confiant qu'au Québec aussi, on va finalement adopter de nouvelles transformations. Alors, vous avez participé évidemment à ce livre. Vous êtes un des 3 co-auteurs. On a posé la question tout à l'heure, qui était le plus coupable, l'UPA, le MAPAC, le gouvernement. Est-ce que c'est le syndicat? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les fonctionnaires? C'est qui le coupable de l'inaction, finalement, selon vous? Difficile de désigner un coupable. Parce qu'en fait, collectivement, on est aussi un peu responsable en tant que citoyen de ne pas avoir regardé un coup d'œil plus vigilant. Mais j'aurais tendance à dire quand même que s'il y a un responsable à mettre avant les autres, c'est le gouvernement, parce que c'est lui qui est censé proposer une vision, la faire discuter, la faire adopter. C'est lui qui est en mesure de mobiliser les ressources financières pour aller dans le sens des choix qui sont faits. Et il faut bien constater que ça a été difficile de l'amener à réexaminer ses choix. Alors, il y a une Bible qui s'appelle le rapport Pronovo. Vous en êtes d'ailleurs porteur avec Michel Saint-Pierre comme coprésident de l'Institut Jean Garon. On sait que le ministre actuel l'a déclaré comme étant un phare en agriculture, comme étant sa Bible aussi à lui. Donc ça donne espoir que le rapport Pronovo, qui était enterré depuis 15 ans, puisse revoir le jour sur les tablettes des ministres? Si on rediscute sérieusement de la politique agricole, on ne peut pas faire l'économie que de revenir au rapport Pronovo, parce qu'il y a eu toute une série de propositions qui ont été faites que l'on renouvelle, nous, pour notre propre compte dans ce livre. Et donc, oui, ça va revenir à l'ordre du jour. Bien, écoutez, on vous remercie beaucoup, Guy Debailleul. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, mais c'est très agréable de vous avoir à distance avec nous comme ça, de façon régulière. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent en savoir plus, le livre est en librairie et également, vous pouvez suivre toutes ces informations-là sur lavieagricole.com, lvatv.ca ou lavieagricole.com. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine. Les céréaliers du Québec, le MAPAC, Unox et Du Breton, fiers partenaires de Zone agricole.